Bonjour Gary, je suis Jean-Michel Duret. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette brève discussion à propos de ce que vous allez présenter au cours du congrès. Et tout d'abord, je voudrais savoir quelle est votre spécialité. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous. J'ai obtenu mon diplôme de psychologie à l'Université de Californie il y a bien longtemps et j'ai enseigné le neurofeedback et la gestion du stress à la faculté locale d'ici, celle de Columbia. Au cours de ma présentation durant le congrès, nous regarderons chacune des fréquences d'ondes cérébrales. Donc on parlera des rapports d'ondes cérébrales et de leur proportion idéale, ainsi que du meilleur schéma pour l'esprit éveillé. Ce schéma a été découvert dans les années 1960 par un biophysicien britannique du nom de Maxwell Cadd, qui était également formé à la méditation et à l'hypnose. Donc, il voulait voir à quoi ressemblaient les ondes cérébrales de ses élèves et, dans les années 60, il a développé à cette fin un petit appareil portatif qu'il appelait Mind Mirror, le miroir de l'esprit. À l'époque, l'équipement électroencéphalogramme était très encombrant. C'était si gros que ça ressemblait à un réfrigérateur. Et tous les enregistrements se faisaient à l'encre sur le papier. On avait 8 têtes traceuses qui faisaient des lignes tremblantes. Donc, il a conçu un appareil plus compact pour pouvoir étudier ses étudiants et il a découvert qu'il y avait un schéma en particulier qui était associé à la pratique de la méditation. Puis il s'est mis à regarder toutes sortes d'autres activités. Et il a retrouvé chez les grands pratiquants de la méditation, les thérapeutes énergétiques, les swamis qui étaient en Angleterre à l'époque, il a découvert chez eux un schéma particulier qu'il a nommé l'esprit éveillé. Et ce schéma particulier était corrélé à des performances optimales dans le domaine créatif, ou thérapeutique, ou méditatif de l'individu éveillé. Un chercheur californien du nom d'Aniston a ensuite redécouvert le même schéma en travaillant avec des anciens combattants traumatisés de la guerre du Vietnam. Et quand on a une augmentation d'alpha et de θ, l'individu crée une connexion avec son inconscient, le contenu émotionnel et créatif de son esprit. Donc, c'est ce qu'on voit quand les gens pratiquent les thérapies énergétiques telles que l'EFT. On a donc regardé ce qui se passait chez le thérapeute et chez le client. Et on a vu que chez la personne qui reçoit la stimulation des points d'acupressure, les ondes bêta, qui sont liées à l'inquiétude, à la rumination de pensée et à l'anxiété, les fréquences bêta élevées sont en général liées avec l'anxiété intense. Ces ondes s'atténuent, on descend vers le bêta inférieur, la fréquence d'une personne alerte et capable de réfléchir à son problème. Puis on voit le rythme alpha gagner en amplitude. Puis on se concentre sur les θ parce que c'est l'inconscient. Et quand on voit que l'amplitude des θ s'élargit au point de dépasser celle des alphas, on sait qu'une partie de l'inconscient entre dans le domaine conscient. Disons que le thérapeute stimule les points et dit un mot en particulier. Parlez-moi de votre mère. Et on voit une soudaine explosion de θ, mais la personne dit « Non, je n'en sais rien, je n'ai pas envie de parler de ma mère ». Donc on sait qu'il y a un problème à ce niveau-là, qui a besoin d'être traité et auquel la personne ne veut pas forcément être confrontée,
Et on peut donc dire au thérapeute, faites-lui parler un peu plus de sa mère. Et quand on a regardé du côté du thérapeute, on a trouvé quelque chose d'inhabituel. La première fois qu'on l'a fait, on pensait que notre machine avait un problème. Mais on l'a observé chez presque tous les thérapeutes EFT qu'on a étudiés. Ce qu'on a vu, c'est que le thérapeute, du côté gauche du cerveau, produisait de plus en plus de θ, ce qui montre qu'il commençait intuitivement à entrer en harmonie avec ce que son patient faisait, ses mots et ses émotions. Alors, en neurofeedback clinique, on n'a pas la possibilité de voir ces changements en temps réel. On a un autre regard sur les choses dans les situations cliniques. Ces enregistrements se font en temps réel, et pour rejoindre ce que faisait Max Cade, l'une de ses étudiantes, Anna Wise, est venue aux États-Unis avec sa machine et a commencé à enseigner l'esprit éveillé ici. Et Donna Barr et moi-même avons tous deux étudié avec Anna Wise pendant une dizaine d'années avant son décès. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés étudier des dizaines de milliers, littéralement des dizaines de milliers de personnes en temps réel pour voir ce que faisaient leurs ondes cérébrales. Donc ce type particulier de schéma, que l'on appelle l'esprit éveillé sur cet appareil, le Mind Mirror, ressemble un peu à un bonhomme de pain d'épices avec au sommet un petit cercle. Si on dessinait des lignes autour du schéma de l'électroencéphalogramme, on verrait une petite tête de bêta au sommet, on verrait des bras d'alpha qui sortent et deux autres bras de θ en dessous qui feraient en quelque sorte des hanches et comme une jupe de delta tout en bas. Et c'est le schéma que l'on observe quand les gens traversent une transformation spirituelle, quand ils sont en méditation profonde, quand ils sont créatifs et quand ils sont en train de guérir. Donc, en termes de thérapie énergétique, Anna a évidemment branché la machine sur de très nombreux thérapeutes pour voir également leur schéma d'onde cérébrale, et on a continué à le faire. Durant le congrès, vous allez utiliser ces techniques pour objectiver ce qui se passe à la fois chez les thérapeutes et chez les patients. Ce qu'on aimerait faire, après avoir expliqué l'esprit éveillé et un peu de son histoire, c'est de brancher une personne et de la guider dans une méditation qui l'aidera à entrer dans l'esprit éveillé. On utilise un protocole d'aide au développement de l'esprit éveillé que l'on peaufine depuis une vingtaine d'années. Donc, on l'enseignera pendant l'atelier. Aussi, on n'a pas encore mis tout au clair avec Dawson Church, mais on va peut-être brancher des gens avec lesquels travaille Dawson afin que vous puissiez voir les ondes cérébrales qui sont générées par l'EFT en simultané. On voit des choses très inhabituelles, mais il y a un champ entre les gens quand ils méditent ou quand ils travaillent ensemble. Quand on travaille avec des groupes de gens dans nos cours de méditation, on voit que les groupes qui sont plus proches, peut-être 2 ou 3 personnes, auront des schémas très similaires et des contenus d'expérience très similaires pendant la méditation. Vous avez peut-être entendu parler de l'EFT par procuration et on a travaillé avec Gary Craig et Gwyneth Moss et un certain nombre d'autres maîtres en tapping et on a vu qu'avec l'EFT par procuration, l'individu qui est branché sur l'électroencéphalogramme donne une réponse sans faire de l'EFT. Ils réagissent de manière similaire. Est-ce qu'on peut objectiver la résolution du traumatisme de cette manière-là? C'est une question difficile et c'est une bonne question. Ce que l'on voit,
ce qu'Aniston a découvert il y a déjà longtemps, dans les années 70-80. C'est que quand on maintient dans un état de relaxation ce schéma alpha-theta, les gens vont résoudre leur propre traumatisme en amenant du contenu θ dans le champ de la conscience. Alors, avec le trauma, ce qui se passe souvent, c'est qu'on déclenche une réaction émotionnelle très profonde qui, si le traumatisme vient de la petite enfance, est en θ ou même en delta. Donc, on a un type particulier de réponse conditionnée quand une personne devient émotionnellement traumatisée. Ça peut redéclencher ses premiers traumatismes de l'enfance. Et tout cela va s'interconnecter de sorte à ce qu'il faille retourner au θ afin de ramener ses souvenirs d'enfance. Mais si le pont d'alpha n'est pas en place, ça ne viendra pas à la conscience. Donc cette fenêtre dit liminale ou subliminale entre l'alpha et le θ est nécessaire pour que la transformation thérapeutique puisse avoir lieu.